Bienvenue à tous pour cette édition du Festival des nourritures élémentaires. Trouvez place, voilà, normalement il y a encore des chaises de libre. Je voulais vous souhaiter la bienvenue et puis dire à quel point on est heureux d'accueillir aujourd'hui Mireille Huchon et puis Mathieu Larnaudy qui va nous lire son texte tout à l'heure et puis également Aya Iwashita. Je vais laisser la parole à Alain Lecomte qui va vous présenter Mireille Huchon. Et voilà, je vous souhaite un bon après-midi. Merci Mathilde. Alors, il me revient le privilège que de présenter Mireille Huchon. La présentation est assez longue parce que Mireille Huchon, pour les études rabelaisiennes, est un peu fait figure de prêtresse, de grande prêtresse, je pense qu'on peut dire le terme. Professeur émérite à l'université Paris-Sorbonne, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, vice-président de la Société d'histoire littéraire de la France, direction de l'atelier du XVIe siècle, des collections Études et essais de la Renaissance. Donc il y a nombreuses qualités que je ne vais pas égrener ici, tant la liste est longue. Mais avant tout, Mireille Huchon, je dirais que c'est une chercheuse universitaire qui a mis à l'honneur Rabelais, qui a travaillé Rabelais pour le donner à plus haut sens, comme il écrivait, c'est-à-dire dans la profondeur de ce qu'il est véritablement, et à travers des travaux tels que Rabelais grammairien, tels que la biographie chez Gallimard, donc publiée en 2011 et qui reçoit le prix de l'Académie française en 2012, ou encore l'édition dans la collection La Pléiade des œuvres complètes, annotées, commentées, enrichies par vous. Et ces œuvres de Rabelais n'avaient pas été revues depuis Jacques Boulanger, donc l'édition 1934. Donc il s'agissait véritablement de reprendre Rabelais dans le meilleur sens. Et puis permettez-moi également de parler des articles, donc la somme est importante également concernant Rabelais, et également d'un souvenir d'un très beau colloque, Inextinguible Rabelais, qui se déroulait à la Sorbonne, voici maintenant 3 ans, donc c'était en novembre 2014, exactement, voilà, avec une programmation qui était très riche, avec notamment les universitaires, les chercheurs qui travaillent autour du Rabelais, parce qu'il y a bien sûr une école devrais-je dire, rabelaisienne d'études. Et nous avions la chance d'avoir une programmation exceptionnelle, tant du point de vue des communications. Donc, Aya Iwashita, qui est présente aujourd'hui, faisait partie de ce colloque. Il y avait également François Rigolo, qui sera présent demain, qui est présent aujourd'hui. Jean Séard, Michel Jeanneret, Stéphane Jonger qui est présent, Marie-Luce Domonnet, je vais en oublier certainement Romain Ménini, Nicolas Lecadet, entre autres, également des auteurs qui avaient répondu à l'invitation, notamment Jean-Marie Laclaftine, François Bon, un ami de Rabelais, et puis je me souviens aussi de Michel Butor qui nous a quittés l'année dernière et qui avait fait un très beau commentaire de l'épigramme du dernier quatrain qui se trouve inscrit dans le 5e livre avec cette nature quitte, c'est-à-dire cette signature de fin d'épigramme dont je vais vous lire exactement la teneur. Donc Rabelais est-il mort ? Point d'interrogation. Voici encore un livre, non sa meilleure part a repris ses esprits, pour nous faire présent de l'un de ses écrits, qui le rend entre nous tous immortel et fait vivre. Nature quitte. Et Michel Butor avait choisi de commenter cet épigramme, à savoir cette volonté d'aller plus loin dans la recherche de Rabelais et d'être quitte avec l'auteur pour lui permettre d'être toujours vivant parmi nous et dans nos esprits. Voilà. Donc je ne vais pas faire plus long. Il s'agit maintenant de laisser la parole à Mireille Huchon pour les stratagèmes, c'est-à-dire ce texte qui a été édité, perdu, voilà, et qui était un texte d'admiration à l'égard de son protecteur qui était Guillaume du Bellay, gouverneur de Turin. Et
Si ce texte est perdu, je dirais que la présence guerrière dans l'œuvre de Rabelais est très importante. C'est-à-dire qu'on trouve bien sûr la guerre picrocolline, on va trouver la guerre contre les dipsodes, on va trouver des guerres plus fantaisistes encore contre les andouilles. Donc il s'agit aujourd'hui, certainement dans l'œuvre, que d'aller rencontrer ce fait guerrier, ces stratagèmes, ces ruses qu'il va égrener pour nous être convaincants. Voilà, je vous remercie. Je remercie sincèrement Mireille Huchon d'être présente aujourd'hui, ainsi que tous les autres intervenants, et puis de la collaboration efficace, je dirais, avec l'association Chinon, soutenue par le syndicat des vins de Chinon, par la ville de Chinon, avec une participation du musée. Mais voilà, pour créer là aussi du sens et pour aller vers le sens de la profondeur d'âme et d'esprit, nous l'espérons. Merci de votre attention et puis merci de votre présence. C'est moi qui remercie les organisateurs du festival de m'avoir invité. Merci également du mot que vous avez prononcé et puis de tout ce que vous faites pour Rabelais et pour le rendre si présent, pour faire vivre vraiment l'esprit de Rabelais. Et je trouve que vous y réussissez magnifiquement. Ah. Alors, là vous m'entendez ? Bon, alors j'étais en train de faire l'éloge dans le conte en disant combien il fait vivre l'esprit de Rabelais en ces lieux et tout ce qu'il fait pour faire aussi ce pont, peut-être ce qui peut apparaître comme plus difficile comme recherche, et la rendre vivante. Et merci beaucoup et merci aux organisateurs de ce festival. Donc je vais vous parler de Rabelais et des stratagèmes. Donc alors Pantagruel, le premier ouvrage français de Rabelais, compte, comme vous le voyez, les horribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel, roi des dipsodes, fils du grand géant Pantagruel. Alors Rabelais, il ne faut pas l'oublier, et vous l'avez rappelé ce matin, publiera ensuite Les Aventures du Père, qui deviendra, pour des raisons chronologiques, le premier des 5 livres des aventures de ces géants. Alors, Rabelais s'est amusé dans Pantagruel à dresser le catalogue facétieux des livres de la bibliothèque de Saint-Victor. Donc, à côté de titres, comme vous le voyez, comme l'apparition de Sainte Gertrude à une notain de Poissy, étant en mal d'enfant, ou Lars honeste petandi in societate, je pense que ce n'est pas la peine que je vous fasse la traduction. Donc, à côté de ces ouvrages, vous avez des titres comme les Stratagemata, Franck Archieri des Bagnolet, et vous avez aussi, donc, je le lis en latin cuisine, Frontopinus dere militari cum figuris tevoti. Alors, c'est-à-dire les stratagèmes du franc archer de Bagnolet, et d'autre part de Frontopin, l'art militaire avec les illustrations de Thévaux. Alors il faut savoir que le franc archer de Bagnolet, c'est un soldat fanfaron et peureux, dans un monologue du XVe siècle, et le Frontopin appartient à une milice rurale à la légendaire poltronnerie qui avait été créée par Charles VII. Alors en fait, ces titres, totalement facétieux, renvoient plaisamment à 2 ouvrages de stratégie militaire antique aux savants auteurs. Alors d'une part, les Stratagemata de Frontin, Frontin qui est un auteur du 1er siècle, et d'autre part le De Re Militari de Végès, qui est un auteur du 4e siècle. Alors les 2 ouvrages sont alors bien connus. Ils avaient été réunis à la fin du XVe siècle dans un recueil latin qui eut un grand succès. Alors en 1532, l'année même de publication de Pantagruel,
Vous avez chez Chrétien Weichel, qui sera d'ailleurs un éditeur du tiers-livre de Rabelais, vous avez une édition de ce recueil de 4 textes concernant l'art militaire, donc, qui est donné par Guillaume du Bellay, donc l'humaniste, le célèbre humaniste, avec d'exceptionnelles illustrations. Et en 1536, le même éditeur en publiera une traduction en français. Alors, les premières histoires de ces géants montrent de la part de Rabelais un intérêt semblable à celui que l'humaniste Budé, qu'il admire tant, appelle la lettre à Budé, qu'il admire tant, porte sur les ruses de guerre. Alors, je vais m'attacher à la mise en scène ludique et comique de ces stratagèmes dans Pantagruel, en relation avec l'actualité de ces ouvrages antiques, à ces fantastiques ruses et finesses dont se vantent et s'amusent les joyeux compagnons de Pantagruel, et j'évoquerai ensuite la mystérieuse affaire, si mystérieuse, affaire des stratagémata, du temps où Rabelais était donc secrétaire de Guillaume du Bellay, gouverneur du Piémont, et où il semble porter, fort d'une nouvelle expérience, un autre regard sur la guerre. En espérant que peut-être dans vos greniers, dans vos caves, vous avez un exemplaire de ces stratagémata. Alors, je vais tout d'abord parler des stratagèmes, espèces et subtilités de guerre qui correspondent donc au titre de l'ouvrage de Frontin, traduit en français. Alors, avec en arrière-plan, vous le voyez, des images extraordinaires. C'est les images de Thévaux, en quelque sorte. Enfin, Thévaux, donc c'était amusant, mis de façon amusante dans le catalogue. Mais ce sont des images que l'on trouve dans cette édition de 1532 que je vous ai citée, qui sont des copies d'une édition parue à Augsbourg en 1529. Alors, ces planches allemandes, ce sont des planches allemandes. Elles sont reprises donc 3-4 ans plus tard en français, enfin dans l'édition latine et dans les éditions françaises, donc parues à Paris. Alors ces planches allemandes sont absolument extraordinaires, comme vous pouvez le voir. Voilà. Là, c'est un bélier. Là, alors vous voyez que c'est, comme je dis, quand c'est vraiment extraordinaire, vous voyez que c'est un scaphandre. Donc avec le tuba au-dessus, ou encore toujours un scaphandre, et où on nous montre d'ailleurs l'élément qui est utilisé pour ce scaphandre. Alors, images extraordinaires qui, je pense, ont dû vraiment frapper les imaginations, et sont tout aussi extraordinaires, comme vous allez le voir, les récits des stratagèmes dans la guerre de Pantagruel avec les dipsodes. Alors, il me semble qu'ils sont à lire comme autant d'exemples à ajouter à ceux que donne Frontin, donc un des auteurs que je viens de citer, dans ses stratagémata. Alors, je rappelle, et puis j'insiste pour ceux aussi qui ne l'ont pas lu, donc Pantagruel, donc nous sommes dans le Pantagruel. Pantagruel, qui fait ses études à Paris, est averti que son père Gargantua, ayant été emmené au royaume des fées, les dipsodes ce sont les gens altérés en grec, en ont profité pour envahir le pays d'Utopie et ont assiégé la ville des Amorotes, Amorote qui signifie obscur, difficile à voir, qui est le nom d'une ville dans la célèbre Utopie de Thomas More, qui est en arrière-plan du Pantagruel. Donc nous ne sommes pas en Chinonais là. Arrivé, ou pas encore en Chinonais, arrivé au port d'Utopie, qui est distant de 3 lieues de la ville assiégée, Pantagruel tient conseil pour décider de ce qui est à faire, contrairement aux Athéniens, eux, qui ne consultaient qu'après la bataille. Alors, comment savoir en quel ordre et en quel nombre sont les ennemis? Alors, vous avez les 4 compagnons de Pantagruel qui proposent leur ruse et célèbrent de concert leur aptitude à la ruse avec des références directes au traité de Frontin et de Végès. Alors, vous avez tout d'abord Panurge qui signifie le rusé en grec, Panurge qui entrera dans leur camp, banquettera avec eux, bragmardera à leurs dépens. Alors vous savez ce que ça signifie bragmarder dans l'œuvre de Rabelais.
visitera l'artillerie, les tentes et les capitaines, sans être reconnu, car, dit-il, je suis de la lignée de Zopyre. Zopyre, c'est un Perse qui se mutila pour se faire passer pour un transfuge. Épistémon, vous savez, c'est l'intelligent, l'expérimenté, grec, prétend savoir, alors là, c'est vraiment le terme est très important, il prétend savoir tous les stratagèmates et prouesses des vaillants capitaines et champions du temps passé, et toutes les ruses et finesses de discipline militaire. Donc les stratagèmes, discipline militaire, vous avez exactement ce qu'il y avait tout à l'heure dans l'ouvrage que j'ai cité. Et il le dit, même s'il est découvert, il en échappera en faisant croire de Pantagruel tout ce qu'il voudra, car, dit-il, je suis de la lignée de Sinon. Sinon, c'est celui qui persuada par la ruse les Troyens d'introduire le cheval de Troie dans leur cité. Alors vous avez ensuite Eustène qui entrera par les tranchées malgré les gardes, car il leur passera sur le ventre et leur rompra bras et jambes, car, dit-il, je suis de la lignée d'Hercule. Et enfin, vous avez Gymnaste qui entrera comme un oiseau, car il a le corps si agile qu'il aura sauté leurs tranchées et traversé leurs champs avant d'être aperçu. Aucun trait, si rapide soit-il, ne pourra l'atteindre, puisqu'il est capable de marcher sur les épis, sur l'herbe des prés, sans y laisser de traces, car, dit-il, je suis de la lignée de Camille Amazone. Alors Camille Amazone, c'est une vierge guerrière d'une extrême légèreté. Alors nous allons avoir dans cette guerre entre les despotes, où vous voyez que nous avons en premier lieu cette sorte de chant amébé sur la rue, sur les stratagèmes, donc un certain nombre d'exemples de stratagèmes. Alors vous avez le premier exemple de stratagème, c'est cordes et cercles. Alors vous avez un chapitre entier, enfin c'est moi qui dis cordes et cercles, vous ne l'avez pas dans le texte, mais un chapitre entier est consacré à la manière dont les 4 compagnons de Pantagruel déconfirent 600 chevaliers bien subtilement. Vous voyez, ils sont 5 contre 600. Alors le stratagème relève de l'enveloppement et de l'encerclement. L'enveloppement et l'encerclement sont particulièrement fréquents dans la stratégie militaire grecque, avec la combinaison justement de la souplesse du lien et de la puissance du cercle. Alors, Panurge est à la manœuvre, il est aidé de ses compagnons, donc ils font deux cercles, parce que ils sont arrivés, donc, comme je vous disais, au port d'Utopie. Donc, ils font 2 cercles jusqu'à terre, donc à partir du pont, du bateau. Donc, ils font 2 cercles jusqu'à terre, avec 2 cordes attachées au cabestan du tillac du bateau, l'un dans l'autre, donc ces 2 cercles qui sont, je ne veux pas dire parallèles, des cercles parallèles, mais enfin, vous avez un cercle l'un dans l'autre. Donc, Épistémon, qui est resté dans le navire, a pour mission de tourner le cabestan et de ramener à lui les cordes quand Panurge lui demandera. Quant à Eustène et Carpalin, ils doivent faire semblant de se rendre, mais surtout de toujours rester en dehors de ces cordes. Et Panurge met dans le cercle des cordes, une botte de paille, un baril de poudre à canon, et il se tient tout près avec une grenade. Alors vous avez une quarantaine de chevaliers ennemis qui se précipitent vers le navire, mais comme le rivage est glissant, vous avez un certain nombre d'entre eux qui tombent, d'autres qui viennent en renfort. Panurge, les voyant dans le cercle justement des cordes, invite Épistémon à tirer les cordes. Vous voyez ce qui peut se passer, les cordes s'en mêlent, mettent en bas cavaliers et chevaux. Pantagruel met le feu et les fait ainsi tous brûler, comme âme damnée. Il n'en réchappe qu'un seul, fait prisonnier, parce que ça c'est important en stratégie de conserver un prisonnier. Alors les amis banquettent, ensuite, faisant rôtir la venaison, puisque la venaison qui avait été attrapée par Carpalin, les faisant rôtir au feu où brûlaient les chevaliers. Vous voyez que c'est une scène particulièrement horrifique. Un deuxième exemple, c'est de tromper l'adversaire sur le temps de l'attaque, sur ses intentions, sur ses forces. Alors chez Frontin, on avait justement un chapitre, le temps que l'on doit élire pour combattre. Alors le prisonnier qui avait été interrogé
Donc, avait donné la constitution de l'armée ennemie, 300 géants armés de pierre de taille, 163 000 fantassins, 11 400 hommes d'armes, 3 600 doubles canons, 94 000 soldats, 150 000 putains, et le roi Anarque, sans autorité, dans la tente gardée par les géants. Donc Pantagruel renvoie le prisonnier en lui disant de dire à son roi que l'attaque aura lieu le lendemain à midi, car ces galères doivent arriver le matin avec 1 800 000 combattants et 7 000 géants. Nous sommes évidemment dans le gigantisme. En fait, Pantagruel a l'intention de donner l'assaut à l'heure de leur premier sommeil, et les forces maritimes sont de pure invention. Alors, troisième exemple, c'est le défi transmis par le messager et utilisant les faiblesses de l'ennemi. Et ici, c'est la confiance excessive en soi. Alors, vous avez Pantagruel qui donne aux prisonniers une boîte contenant une sorte de compote composée de forbes, de baies de knit, qui sont confits dans l'eau de vie. Alors, c'est vraiment un mélange de substances particulièrement toxiques, avec mission de dire au roi Anarque que s'il peut en manger sans boire, il pourra lui résister. Alors évidemment, le roi tombe dans le piège, tendu à son orgueil. Dès sa première cuillerée, la drogue a un effet terrible, échauffement de la gorge, ulcération de la luette, langue qui pèle, seul remède, c'est évidemment boire sans rémission. Donc, capitaine et garde testent à leur tour cette drogue, n'ont d'autre remède, bien évidemment, que celui de leur roi, boire donc à tire-larigot. Le bruit court alors dans tout le camp que le prisonnier est de retour, qu'il y aura l'assaut le lendemain, et que le roi, les gardes et les capitaines s'y préparent en buvant. Donc les soldats suivent l'exemple, commencent à chopiner, trinquer d'eux-mêmes, si bien qu'ils s'endorment comme porcs. Enfin, vous avez des scènes qui sont épiques, hein, vous voyez là. Nous avons pendant ce temps-là Pantagruel qui prend le mât du navire comme un bâton dans la main. Dans la hune, il met des tonneaux de vin. Alors je suis désolée, c'est 237 tonneaux, mais c'est du vin d'Anjou. Hein. Alors là, je ne peux pas falsifier le texte. Et à sa ceinture, il a un baril plein de sel. Et après, près du camp des ennemis, Panurge invite à boire. Et les compagnons vident les tonneaux. Panurge donne alors à manger à Pantagruel une drogue terrible, composée là de multiples ingrédients, à vertu diurétique. Et à ce moment-là, ce qui se passera, je ne vais pas quand même entrer dans tous les détails, mais la vertu diurétique fera que finalement Pantagruel pissera et tous les ennemis seront noyés. Avec des jeux, je vous invite à lire, on lit beaucoup le Gargantua, on lit moins le Pantagruel, mais je vous invite donc à lire ces hauts faits horrifiques. Alors, c'est autant de ruses des hommes que Rabelais oppose finalement à l'aide de Dieu dans le chapitre suivant, comment Pantagruel défie les 300 géants armés de pierres de taille. Alors, on a affaire à un combat singulier entre Pantagruel et Loup-garou. Loup-garou s'avance avec une massue d'acier pesant plus de 9700 quintaux, au bout de laquelle il y avait 13 pointes de diamant, dont la plus petite était aussi grosse que la plus grande cloche de Notre-Dame. Dotée d'un pouvoir magique, elle ne pouvait jamais rompre. Enfin, vous voyez, nous sommes là encore toujours dans l'horrifique. Et à son approche, alors justement, là, c'est une scène il faut vraiment opposer aux précédentes. À son approche, levant les yeux au ciel, Pantagruel se recommande à Dieu en une longue prière évangélique, jouant sur des passages de Luc et d'autre part de la fameuse croix qui apparaît à Constantin. Alors, vous voyez que nous sommes ici dans un autre registre qui est très intéressant, comme toujours chez Rabelais. Vous avez une sorte de contraste qui est voulu, évidemment, pour donner à plus haut sens. Et vous voyez que ces stratagèmes entrent là, dans Pantagruel, sur une réflexion plus générale sur la ruse. Et le dit clairement d'ailleurs Pantagruel, je n'espère en ma force,
en mon industrie, toute ma fiance est en Dieu mon protecteur. Et vous avez toute une réflexion dans le Pantagruel sur la métisse, enfin qui est l'intelligence rusée, à face positive et négative chez les Grecs. Alors, ces stratagèmes militaires dans le Pantagruel, si complaisamment et plaisamment aussi, vous le voyez, mis en scène dans des épisodes totalement extravagants, s'inscrivent donc dans un dessin moral, qu'il faut bien noter. Mais d'autre part, il faut dire que l'actualité militaire n'est pas pour autant absente. Vous avez un chapitre qui est consacré à la manière nouvelle et économique de bâtir les murailles de Paris, enseigné par Panurge. Alors, le problème des défenses des villes était alors d'une particulière actualité. Il faut dire que l'invention du boulet métallique au XVe siècle, qui sème l'effroi, Rabelais nous dit dans le quart-livre, car plus est horrible, plus épouvantable, plus diabolique, et plus de gens meurtris, casseront et tuent, plus étonne les sens des humains, plus de murailles démolies, un coup de basilic que ne ferait 100 coups de foudre. Alors ceci a profondément transformé les stratégies d'attaque et de défense. Alors les projectiles font évidemment les plus grands dégâts sur les murailles médiévales qui étaient construites en pierre. Alors là, Panurge va proposer de bâtir des murailles assez particulières. Donc, je vous inviterai à lire le chapitre 15 de Pantagruel. Alors, il propose de les bâtir avec les calibistries des femmes, entrelardées à pointe de diamant, avec les vies des hommes. Alors, c'est une transposition plaisante et vraiment obscène de l'invention par les Italiens dans les années 1515-1530 de la fortification bastionnée avec des remparts qui étaient formés avec une masse de terre battue, renforcée par des troncs d'arbres, technique importée en France justement dans la décennie 1520. Vous voyez tout ce que Rabelais a pu faire de cela. Donc, pour résumer, dans Pantagruel, c'est avec les traités anciens, sous l'égide de l'humaniste Budé, figure majeure de l'encyclopédisme, à qui Rabelais donc étant redevable, qu'il s'intéresse à l'art militaire, à la guerre, qu'il traite toutefois comme une matière épique, Pantagruel offrant, comme je le disais, une remarquable série de variations sur la rue, sur les stratagèmes, et disons que les stratagèmes militaires, ils sont utilisés comme arguments. Alors la situation est très différente dans le second ouvrage de Rabelais, le Gargantua. Il y a certes un emploi de stratagème, mais c'est le second et dernier emploi de ce mot qui est très rare au XVIe siècle, et deuxième emploi dans son œuvre. Donc c'est Gymnas qui raconte l'état où il avait trouvé les ennemis et le stratagème qu'il avait fait lui seul contre toute leur bande, affirmant qu'ils ignoraient toute discipline militaire. Donc là, je pense que on en reparlera de Gymnas qui se fait passer pour un diable, voltigeant. Et les ennemis pensent que c'est vraiment un diable. Et Gymnas se livre à des exercices de voltige, c'est important, voltigement, qui sont longuement décrits et qui mettent en déroute, bien évidemment, les ennemis effrayés. Mais c'est un spectacle qui est quasiment un spectacle de cour, là, auquel le spectateur est convié. Et il n'y a plus du tout le gigantisme et l'extravagance avec des mises en scène de Pantagruel. D'autant que Gymnas est un humain, comme nous. Donc les perspectives sont très différentes, mais je ne rentre pas dans le détail, je pense qu'on va nous en parler aussi ultérieurement. Avec la guerre picrocolline, Gargantua relève d'une réflexion humaniste sur la guerre dans la pensée politique d'Érasme. Et on sait combien donc on a transposé en Chinonais cette guerre entre Charles Quint et François Ier, et combien les légions de Grand Gousier, le terme même de légion, renvoie à l'actualité la plus récente. Alors, ce qu'il faut noter, mais là, c'est... je vais en venir maintenant au stratagémata, dans quelques minutes. Les stratagémata, et je rappelle tout d'abord, l'attaque, alors, vous savez que c'est vraiment le lieu où en parler, c'est l'attaque de l'abbaye de Seuillé,
qui, dans Gargantua, est une transposition d'un fait qui fit scandale dans la chrétienté, qui est le sac de Rome, le 6 mai 1527, par les troupes de Charles Quint, qui étaient conduites par le connétable de Bourbon, qui était passé au service de l'empereur pour, dans une affaire de succession, s'être estimé spolié par François Ier. Rabelais en parle aussi, donc c'est vraiment Frère Jean arrivant, les ennemis arrivant dans l'abbaye de Seuillé, c'est exactement ce sac de Rome. Alors Rabelais en parle aussi sérieusement dans un ouvrage qui s'appelle La Syomachie, qui est une œuvre de circonstance pour la naissance d'un enfant d'Henri II. Et il rappelle à ce propos l'attitude courageuse de Guillaume du Bellay au cours du sac de Rome, justement de 1527. Il était avec le pape dans le château Saint-Ange, où justement fut fait prisonnier le pape. Et Rabelais nous dit « Feu de mémoire éternelle, Guillaume du Bellay, seigneur de Langeais, avait, avec ses bandes, fortifié, gardé et défendu longuement contre les lansquenets, c'est-à-dire les mercenaires de Charles Quint, avant le saccage. » Vous voyez, nous avons ici un élément qui est un élément sérieux par rapport à la transposition que l'on a dans le Gargantua. Alors, il faut justement bien souligner qu'auprès de Guillaume du Bellay, qui est un homme de guerre et un homme de lettres, qui est gouverneur de Piémont de 1537 à 1543, auprès duquel il vivra plusieurs années. Rabelais vivra auprès de lui de 1539 à 1543 en Piémont. Il a pu voir à l'œuvre l'application des principes de l'art militaire. J'indique, au cours de la Troisième Guerre entre l'empereur Charles Quint et François Ier, de toute façon, les souverains européens sont toujours en train de se faire la guerre, Charles Quint, François Ier, Henri VIII. Donc, au cours de cette Troisième Guerre, dans les années 1530, le Piémont était passé sous domination française et Guillaume du Bellay avait mené une action politique de pacification, donc, qui est d'ailleurs célébrée par Rabelais et par ses contemporains. Alors Guillaume du Bellay avait eu pour dessein d'écrire les luttes entre François Ier et Charles Quint à partir de 1521. Quelques ouvrages d'ailleurs publiés à titre posthume en conservent des fragments. Alors le reste, ces papiers avaient d'ailleurs disparu lors de sa mort, lorsqu'il était de retour en France en 1543. Et d'ailleurs, on avait dit que Rabelais avait mal surveillé ses papiers. Alors bon, cela dit, que Guillaume du Bellay ait suscité autour de lui des ouvrages d'art militaire ou de stratagème en vue de la rédaction de l'histoire officielle du règne de François Ier, c'est dans ce contexte qu'il faut replacer cet extraordinaire... Attendez, voilà encore... oui, regardez ces images. Il faut pas repasser l'affaire donc des stratagémata. Alors, Rabelais aurait publié, vous allez voir, c'est le conditionnel, malheureusement, aurait publié vers 1539, chez Sébastien Griffe, un ouvrage aujourd'hui perdu, les Stratagémata, consacré à la politique de Guillaume du Bellay, en Italie, en Allemagne et en Suisse. Alors, ce texte n'est connu que par la description qu'en fait l'érudit Charles Perrat, qu'il aurait trouvé en vente, qu'il a trouvé peut-être, disons, en vente en 1932 chez un bouquiniste du quai Malaquais à Paris. Alors il s'agissait, dit-il, d'un ouvrage en piètre-état portant le titre de Stratagémata. Il avait vu qu'il y avait une préface signée FRM, donc il pense il le pense, mais le problème c'est qu'il a pensé tardivement. Il pense que c'est Francis, ça correspond aux initiales de François Rabelais, médecin. Charles Perrat néglige d'en faire l'acquisition, ne s'étant pas rendu compte dans un premier temps de sa valeur, et l'ouvrage disparaît du fond du bouquin, de l'étal du bouquiniste. Alors, selon Perrat, toutefois, il s'agirait de documents diplomatiques présentés dans l'ordre chronologique, reliés entre eux par une narration suivie et destinés à justifier la politique de Langeais. Alors, le bruit a couru à la fin du XXe siècle de la présence d'un exemplaire de cette édition
dans une collection privée. Alors par pitié, si vous le possédez, dites-le nous, parce que nous, tous les Rabelaisans, nous cherchons cela avec, avec passion. Alors cet ouvrage aurait été traduit en français, si l'on en croit Antoine Duverdier, qui dans sa bibliothèque de 1585, vous le voyez, donne comme traduit du latin de maître François Rabelais les stratagèmes, c'est-à-dire prouesses et ruses de guerre du preux et très célèbre chevalier Langeais au commencement de la tierce guerre césarienne. Alors il est très précis sur l'ouvrage, et d'autre part, Claude Massuot était il précise que voilà, c'est sous le nom de Claude Massuot. Claude Massuot était un ami de Rabelais en Piémont, et il était à côté de Rabelais au chevet donc pour la mort de Guillaume du Bellay. Alors, comme je vous l'ai dit, tous les Rabelaisans sont évidemment en quête des stratagèmes, version latine. Bon, si vous avez la version française, nous nous en contenterions. Mais peut-être, alors là, je vais dire, là va peut-être susciter, j'espère, d'ailleurs, j'espère, quelques remous. Alors, peut-être a-t-on trace de ces stratagèmes avec l'ouvrage qui est décrié par Guillaume Postel en 1552. Alors, en 1552, dans un ouvrage appelé « L'apologie de la Gaule contre les malvols, écrivains qui dissèlent en mal ou négligemment écrit », il fait une diatribe contre l'auteur d'un livre connu en français sous le nom de l'art militaire ou d'Ere Militari. Il précise bien que l'ouvrage est dépourvu de titre, qu'il a été attribué à Guillaume du Bellay. C'est une attribution que récuse Postel, même si l'auteur, doit-il le reconnaître, témoigne d'une bonne connaissance du Piémont. Alors, dans cet ouvrage, aujourd'hui perdu, et pour lequel, j'émets l'hypothèse qu'il puisse s'agir des stratagémata, selon Postel, l'auteur, à propos des origines de quelques principautés qui, par astuce, ont feint qu'une intervention divine leur donnait des conseils et une aide dans leur entreprise, donc il cite le cas de Jeanne... Ah, non, je ne l'ai pas mis. Oui, je suis désolée. Voilà, donc il cite le cas de Jeanne la Pucelle comme ayant été, alors la citation est très importante, le cas de Jeanne la Pucelle comme ayant été une fiction, astuce et menterie ou tromperie de l'ennemi ou stratagème sans aucune espèce de vérité. Alors vous voyez les mots qui sont employés, fiction, astuce, menterie ou tromperie de l'ennemi ou stratagème sans aucune vérité. Alors Postel s'en prend justement aux machiavéliques, aux athéistes, qui mettent en avant, dans l'histoire de Jeanne, une feinte de quelques nobles pour inciter le roi à la résistance. Et comme il le dit, qu'on laisse l'imposture à Numa Pompilius, qui se vantait de communiquer en secret avec la nymphe Égérie pour asseoir son autorité sur le peuple, qu'on laisse l'imposture à la biche de Sertorius, qui lui transmettait à l'oreille des prophéties, et qu'on ne confonde pas les actions divines avec les mensonges de l'idolâtrie. Alors, l'auteur de l'ouvrage, qui connaît si bien donc le Piémont, a donc joint l'exemple de Jeanne d'Arc aux exemples antiques, c'est-à-dire celui de la biche de Sertorius, qui se trouve chez Frontin, et d'autre part celui de l'Égérie de Numa Pompilius, Numa Pompilius étant un roi de la haute latinité. Et d'autre part, donc tout ceci, c'est dans un chapitre où les barbares crédules obéissaient ainsi à son commandement, et Frontin en donne d'autres où les dieux sont mis en cause. Alors, je signalerai que dans le manuscrit du 5e livre de Rabelais, au sous-té de lanterne, il est fait état des fans de la serve biche Égérie, conseillère de Numa Pompilius. C'est-à-dire que le copiste, qui recopiait le brouillon de Rabelais, puisque le 5e livre est formé des brouillons de Rabelais, le copiste qui recopiait les brouillons de Rabelais, qui étaient très difficiles à lire, a mélangé les deux exemples, puisqu'il parle simplement, vous le voyez, d'une biche Égérie, biche et Égérie, il a confondu mélangé les deux exemples, qui se trouvaient conjoints, évidemment, dans l'original. Alors, si l'on veut bien considérer l'extrême rareté du terme de stratagème, on ne trouve finalement que
pratiquement que chez Rabelais. Les termes de fiction, astuce, menterie et tromperie, qui appartiennent vraiment au vocabulaire de Rabelais, difficile de ne pas penser qu'aux exemples de stratagèmes donnés par les ouvrages antiques, Rabelais n'ajoute pas celui de Jeanne d'Arc. Alors, il a donc trouvé le livre pour m'en dissuader. Alors, il a de toute façon, avec Guillaume du Bellay, continué à s'intéresser aux ruses de guerre et parle d'expérience. Et je dirais juste un mot, c'est que, en finale, c'est que Rabelais est à coup sûr l'homme des stratagèmes, comme l'écrit l'auteur d'un dialogue facétieux en 1535, en 1555, qui le met en scène avec Silvius, tu vas voir par Hercule un nouveau Protée, tant il va prendre de forme. Il faut être d'un esprit bien clarifié pour que cet homme, tantôt renard, tantôt singe, ne s'en joue de façon étonnante. Je n'ai jamais vu un imposteur plus accompli. Donc voilà comment nous est présenté Rabelais. D'autre part, alors là je mets in fine, l'énigmatique, il a à partir en 1533 un emblème très énigmatique, alors que l'on a exhumé il y a peu de temps et où tous les Rabelaisans, nous essayons aussi de savoir ce qu'il peut y avoir derrière cet emblème. Donc c'est un emblème par lequel qu'il appose aux éditions qu'il fait. Donc cet énigmatique emblème qui date de 1533 pourrait bien être aussi à considérer comme le symbole de ces ruses de Rabelais. Alors je me demande si Rabelais n'aurait pas pris ici pour marque, vous voyez le petit oiseau, ce qu'on appelait le Kénalopex en grec, qui est une oie renard des anciens, qui a l'apparence de l'oie, vous le voyez, et la finesse du renard. Et on raconte enfin comment finalement les Égyptiens, dans les hiéroglyphes, signifiaient par cet oiseau le fils. Alors dans la mesure où l'animal aime tant ses petits que chassé, il se laisse prendre pour les sauver. Mais, vous l'avez bien compris, après, il use de grande finesse parce qu'il a fait semblant d'être blessé, mais dès que les enfants sont sauvés, eh bien, il s'en va à tire d'aile et montrant combien il s'agit d'un stratagème. Donc, utile stratagème peut-être, et vous le voyez, Rabelais en oie renard se mettant en scène, mais sous l'égide alors de ses croix et avec sa devise tout autour de ce blason. Donc vous voyez Rabelais en homme des stratagèmes écrits ou perdus, à retrouver. Enfin, je crois qu'on a finalement vraiment beaucoup de choses encore à trouver à ce propos. Et heureusement. Merci Mireille Huchon pour ces stratagèmes. Alors stratagèmes effectivement perdus, stratagèmes en latin, en français, visiblement qui sont une quête pour les Rabelaisans, une grande quête. Stratagème d'admiration vis-à-vis d'un gouverneur dont il appréciait visiblement son acuité politique et son habileté militaire. Donc, et ensuite, voilà, je ne vais pas reprendre les stratagèmes contenus dans les différentes guerres et les ruses qui peuplent les deux premiers romans notamment. Donc, y a-t-il dans l'assistance des interventions, des demandes d'explications ou de prolongement, de développement après cette communication? Oui. Je voulais demander à Madame Huchon, l'oiseau qui est là, si on faisait une enquête, c'est une suggestion, si on faisait aujourd'hui une enquête auprès d'ornithologues, savez-vous quel oiseau y trouverait là, tel qu'il est dessiné? La pintade, Guinée-faul. Et vous savez comment elle chante? Je ne connais pas le... Ah, écoutez les pintades. Elle chante Socrate, 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 tel quel, hein? Alors, je tiens à dire
que, bon, tous les Rabelaisans actuellement, enfin, vous prenez, si vous voyez par exemple l'année rabelaisienne 2017 qui est derrière, on a des hypothèses hein, sur ces oiseaux. Bon, alors c'est vrai que la perdrix aussi a été donnée, mais la pintade et le chant de la pintade, alors ça, merci. Mais je prendrais aussi là ça vraiment comme un emblème aussi de la recherche rabelaisienne, enfin des interprétations, même pas de la recherche d'ailleurs, mais je veux dire de toutes les interprétations qu'on peut donner. Parce que vous voyez, ça, autour, on a finalement en grec la devise de Rabelais, c'est-à-dire à la bonne fortune. Et il y a beaucoup de ces livres, de ces éditions, il y a marqué simplement à la bonne fortune. Et puis vous avez ensuite le avec Dieu. Et vous voyez un petit peu comment utiliser, que faire finalement de cet équerre. Alors vous imaginez que, bon, certaines confréries, si je puis dire, plus que confréries, en font une certaine analyse. Hein. Vous voyez aussi ces deux croix de Malte au-dessus. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très énigmatique, alors qu'on trouve dans les éditions que Rabelais a données, chez François Juste, chez Sébastien Grippe, comme une sorte de marque véritablement comme sa marque. Et vous l'avez aussi alors dans l'extraordinaire découverte qui a été faite, c'est-à-dire de l'almanach de 1535, où il authentifie par cela à la fin, et d'autre part par sa signature, Rabelaisius, il avait fait faire un bois avec sa signature, il authentifie vraiment son texte. Et donc la pintade. Bon. Alors après la pintade socratique, nous allons passer à une autre interprétation peut-être, non ? Bonjour madame, monsieur Guérin. À la Sorbonne en 2014, vous parliez de canepetière. Oui. Mot qu'il a inventé. Pourquoi avez-vous changé d'avis ? Pourquoi j'ai changé d'avis ? Loi. J'ai changé d'avis. D'ailleurs, vous avez tout à fait raison, et je salue votre présence ici. Donc, si vous voulez, je me suis posé beaucoup de questions, parce qu'il y a canepetière qu'on trouve sans cesse dans le texte, et la canepetière, c'est la canne qui fait un bruit particulier quand elle s'envole. Mais j'ai travaillé sur les hiéroglyphes, et il m'a vraiment semblé, et avec le texte de Bellon, parce que j'ai surtout vu le texte de Bellon, qui fait une histoire des oiseaux, et qui nous fournit, avec ce qu'il appelle loi renard, une description qui m'a paru correspondre véritablement à cette loi égyptienne, parce qu'en plus, elle a vraiment, elle a un passé, hein, c'est vraiment de toute antiquité, ces lois sacrées des Égyptiens. En plus, ce qui est tout à fait intéressant, je ne voulais pas être trop longue, c'est que dans Bellon parle de loi égyptienne, et il parle aussi que cette loi égyptienne s'appelle loi nonnette. Alors loi nonnette, pourquoi ? Eh bien, c'est parce que cette loi ressemble à une nonne dans la mesure où elle a le côté blanc et noir. Et vous voyez qu'ici, si vous regardez bien, alors il explique, Bellon explique ça, il explique comment je suis désolée, je ne suis pas très forte en ornithologie, mais comment il y a une partie qui est blanche, enfin il y a des éléments qui sont blancs et noirs, et que ça évoque véritablement la coiffe d'une nonne. Alors il explique qu'on l'appelle loi nonnette. Alors vous imaginez tout cela, mais d'ailleurs et merci de poser cette question, parce que je pense que rien n'est exclusif. Rabelais a très bien voulu nous montrer avec son oiseau qu'il s'agit de ce fameux Kénalopex, et qui a vraiment ses éléments de noblesse, et puis ensuite oie, renard. Il faut savoir aussi combien chez Rabelais on a ces jeux sur l'oie et le renard dans tout le texte. Donc il a très bien pu jouer là-dessus. Il a pu jouer sur l'oie nonnette, bien évidemment, sur la canepetière, sur la perdrix aussi, parce que la perdrix se trouve très souvent dans les armoiries. Et alors maintenant, sur la pintade, on a une basse-cour extraordinaire chez Rabelais, mais c'est surtout le symbole, vous voyez, c'est comment donner à penser, comment interpréter, et après tout,
des interprétations qui peuvent être multiples, qui ne sont pas forcément exclusives. Donc ça, c'est aussi la force peut-être du texte de Rabelais, c'est de nous obliger, évidemment, c'est interroger. C'est, à la limite, je crois que ce n'est pas les réponses qui lui plaisent, qui devaient lui plaire, mais c'est finalement les interrogations que nous portons, et c'est pour ça que je crois l'ouvrage est si, si actuel, peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci beaucoup. Juste une question, enfin une remarque plus qu'une question concernant votre présentation. Vous avez parlé de Jeanne d'Arc. Évidemment, quand on est à Chinon et quand on est lecteur de Rabelais, on se dit comment se fait-il que Rabelais parle si peu finalement de cette, même quasi pas, je crois, enfin, sauf erreur de ma part, quasiment pas. Ouais, voilà. Et d'une certaine façon, vous répondez à cette question. Si c'est une ruse de guerre, si c'est pas à prendre au sérieux, peut-être que c'est une des raisons de sa disparition, de son gommage. Absolument, c'est tout à fait la conclusion que je me fais, en sachant que il faut bien comprendre que aussi au XVIe siècle, il n'y a pas que ce texte qui s'en prend à Jeanne d'Arc. Il y a d'autres, il y a eu aussi d'autres, il y a d'autres auteurs. Et il faut lire à ce propos les recherches de la France de Pasquier, donc fin du XVIe siècle, qui dit qu'il n'y a vraiment aucune femme dont la réputation a été aussi vilipendée, en quelque sorte, que Jeanne d'Arc. Donc c'est évidemment intéressant et il précise tout ce qu'on a pu dire sur les raisons de la supercherie et des modalités aussi. Alors lui, bien évidemment, est pour le fait qu'elle c'est l'inspiration divine. Mais voilà. Alors, je vous signale, il faut lire, parce que je trouve que c'est un document extraordinaire, vraiment. C'est le procès-verbal du procès de Jeanne d'Arc. C'est vraiment un document inouï, je trouve, mais vraiment... donc il faut lire ça. Et je pense véritablement que Rabelais avait mis Jeanne d'Arc, je suis désolée pour les Chinonnais, mais avait mis Jeanne d'Arc absolument au rang des supercheries. Et donc on retrouve aussi, il y a un texte de Du Bellay, il y a un texte qui est mis sous le nom de Du Bellay à la fin du XVIe siècle, et on trouve encore, mais de façon beaucoup plus entre les lignes, justement, encore un déni de Jeanne d'Arc. Enfin, pas un déni, mais le fait qu'il s'agirait vraiment d'une finesse de guerre. Mais vous voyez aussi que ce serait intéressant parce que ça montrerait que Rabelais utilise les exemples contemporains aussi, et comment il actualise finalement ce qui était dans l'Antiquité, les stratagèmes antiques, et comment il trouve des stratagèmes modernes. Et il devait sûrement y avoir dans son ouvrage d'autres stratagèmes. Donc, pitié, retrouvez ce texte.